si on veut que l'extrême droite ne gagne pas ces élections, c'est pas avec l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon qu'on y arrivera. Dès lors que la situation politique résultant des élections législatives pouvait justifier non pas d'un gouvernement NFP pur, mais un gouvernement de compromis et de centre-gauche, si le président de la République posait la question au Parti socialiste et à la gauche de gouvernement, il valait mieux que la gauche de gouvernement lui apporte une réponse qui n'était pas de nature à le contraindre à nommer un gouvernement plutôt très à droite. La mesure symbole pour la droite comme pour la gauche, celle qui cristallise l'attention ces dernières semaines, c'est la réforme des retraites. Le PS veut à minima une suspension pour ne pas censurer. Il y a la gauche qui braille et il y a la gauche qui travaille. Ça, c'est la gauche qui braille. Vous parlez de la gauche qui braille. LFI, ce matin, c'est la gauche qui braille. Pour moi, c'est la gauche qui braille. On défend aujourd'hui des gens qui viennent nous voir avec des larmes dans les yeux en disant « je n'y arriverai pas à bosser 2 ans de plus ». C'est une question pour les gens de dignité et donc ils méritent d'avoir un candidat qui défend finalement le programme du nouveau Front populaire. Le 12 janvier dernier, qui était malheureusement une journée tristement ordinaire dans cette partie du monde, l'armée israélienne, 15 mois après le début de ce qui est toujours présenté comme une riposte à l'attaque perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023, a encore tué 19 Palestiniens dans la bande de Gaza, où le bilan humain de ce qu'un nombre toujours plus important d'organisations internationales considèrent comme un génocide s'élève désormais à près de 46 500 morts. Selon certains scientifiques, cette sinistre statistique, qui ne tient compte ni des victimes dont les corps sont encore enfouis sous les décombres, ni des décès indirects dus au manque de soins ou de nourriture, est encore très inférieure à la réalité. D'après une étude publiée la semaine dernière par la très vénérable revue médicale britannique The Lancet, les bombardements israéliens sur Gaza avaient déjà fait à la date du 30 juin dernier, c'est-à-dire en 9 mois seulement, plus de 64 000 morts, soit environ 1 habitant sur 35 de ce minuscule territoire de 365 km². En France, comme l'a démontré une très remarquable enquête publiée la semaine dernière par l'Humanité Magazine, le récit rapporté par la presse et les médias mainstream tend, je cite, à invisibiliser les victimes palestiniennes de ce gigantesque massacre, qui disparaissent donc dans ce que cet hebdomadaire appelle fort justement un trou noir médiatique. La semaine dernière, pourtant, les mêmes rédactions qui organisent cette invisibilisation de dizaines de milliers de morts palestiniens ont rivalisé d'empathie pour les richissimes propriétaires dont les coûteuses villas ont brûlé dans les incendies effroyables qui ravagent la Californie, comme si pour elles, certaines vies humaines avaient même moins de valeur que certains biens matériels. Ils sont revenus en famille pour faire face ensemble à l'impensable. De la maison qu'occupait Bridget Berg, il ne reste plus rien. Nous vivions ici depuis presque 16 ans. C'était une belle maison. Nous avons passé beaucoup de bons moments ici. Au regard du carnage perpétré à Gaza dans une indifférence suffocante et des catastrophes climatiques désormais quotidiennes que le capitalisme provoque partout dans le monde, l'actualité politique française paraît presque futile, mais elle est elle aussi révélatrice de biais et de trucages médiatiques dont les auteurs participent activement au pourrissement du débat public et d'une ambiance générale qui devient elle aussi toujours plus étouffante. Dimanche dernier, c'est le jeune candidat de la France insoumise, Lies Loufoque, militant des droits de l'enfant, qui est arrivé en tête du premier tour de l'élection législative partielle qui s'est tenue à Grenoble dans l'Isère. Immédiatement après l'annonce de ce résultat, l'ancien Premier ministre macroniste Gabriel Attal a posté sur le réseau social du milliardaire d'extrême droite Elon Musk un message appelant, je cite, à battre l'extrême gauche au second tour, qui aura lieu dimanche prochain, en votant pour la candidate macroniste. On notera au passage que Gabriel Attal n'a pas toujours été aussi féroce, puisqu'en 2021, lors d'un débat télévisé, il avait au contraire tenu à saluer le combat de Lies Loufoque en faveur des enfants. Moi, je veux d'abord saluer votre combat, parce que vous avez eu un parcours atroce, vous avez été, comme beaucoup d'enfants malheureusement, qui ont relevé de la protection de l'enfance, brinque-ballés entre des services, abusés, maltraités. Vous auriez pu dire, en fait, je tourne la page sur tout ça et je passe à autre chose, et vous avez décidé d'en faire un combat pour que les autres enfants ne vivent pas ce que vous avez vécu. Moi, je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. 4 ans plus tard, l'ancien Premier ministre considère donc désormais que le même Lies Loufoque serait d'extrême gauche, et c'est bien sûr un mensonge qui lui a valu sur le même réseau social cette réponse d'Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste.
Il faut en finir avec un débat qui disqualifie sans argumenter. Loufoque n'est pas d'extrême gauche comme l'écrit Attal. Il est issu de cette société civile engagée dont nous avons tous besoin pour lever les obstacles qui jalonnent la vie des plus vulnérables, au premier rang desquels ces enfants qui ne sont pas nés au bon moment, au bon endroit, avec des parents riches et aimants. Dimanche, le choix n'est pas entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Il oppose deux visions de l'avenir. Olivier Faure a parfaitement raison. La France insoumise, on l'a déjà répété plusieurs fois dans cette chronique, n'est pas le moins du monde un parti d'extrême gauche, mais une formation très classiquement social-démocrate, dont le programme est par exemple beaucoup moins radical que ne l'était celui du Parti socialiste dans les années 1980. Gabriel Attal profère donc une grossière contre-vérité lorsqu'il soutient que Liès Loufoque serait le candidat de l'extrême gauche dans l'élection qu'il oppose à une macroniste. Mais ce mensonge ne vient pas de nulle part. Il a notamment été rendu possible par le long travail préparatoire effectué par la presse dominante, qui depuis plusieurs années amalgame systématiquement la gauche à l'extrême droite, en les présentant sous une seule et même appellation, les extrêmes. On a déjà relevé ici que le journal Le Monde était en pointe dans ce très douteux combat, et ça continue puisque le 31 décembre dernier, et comme pour finir l'année 2024 en beauté, l'éditorialiste politique de ce quotidien de référence appelait encore à neutraliser les extrêmes et exhortait plus particulièrement le Parti socialiste à s'affranchir des positions insoumises sur le vote du budget 2025. Mais soyons justes et reconnaissons que le monde n'est pas seul à pratiquer ces amalgames qui profitent évidemment à l'extrême droite, dont l'extrémisme bien réel, lui, est ainsi relativisé et banalisé. Le directeur de la rédaction de la Tribune Dimanche, qui est une espèce de baromètre hebdomadaire de la doxa dominante, contribue lui aussi avec une admirable régularité à ce travail de subversion de la réalité. Dans son éditorial du 22 décembre dernier, par exemple, il présentait très tranquillement la France insoumise comme une formation extrémiste, sans produire, et pour cause, le moindre commencement de preuve, et sans préciser bien sûr en quoi elle serait plus extrémiste que le parti macroniste, envers lequel il fait régulièrement preuve de beaucoup plus d'indulgence. Dégage-toi! Puis, une semaine plus tard, le 29 décembre, il écrivait, toujours aussi tranquillement, dans un nouvel éditorial, que l'excellente cote de popularité de Jordan Bardella et Marine Le Pen, respectivement président et député du Rassemblement national, témoignait, je cite, de la montée des extrêmes. En clair, pour ce rigoureux professionnel, la montée de l'extrême droite témoigne de la montée de l'extrême gauche. Ces falsifications, dont il faut répéter inlassablement qu'elles profitent toujours à l'extrême droite, permettent de semer la discorde au sein de la gauche en soutenant qu'il existerait d'un côté une gauche infréquentable parce que trop extrémiste, incarnée par la France insoumise, et de l'autre côté, une gauche beaucoup plus fréquentable, appelée gauche de gouvernement pour mieux suggérer qu'elle seule serait éventuellement capable de diriger le pays, et qui serait principalement incarnée par le Parti socialiste. Le problème est qu'Olivier Faure ne reste pas toujours aussi ferme dans ses positions que lorsqu'il explique très justement qu'un candidat insoumis n'est pas d'extrême gauche et qu'il lui arrive très régulièrement de se prêter à ces manipulations lorsqu'il renie ses promesses électorales pour se lancer dans des négociations avec le gouvernement ou lorsqu'il explique, comme s'il était en train de rédiger un titre pour un article dans la presse réactionnaire. Je vais reprendre l'expression de mon premier secrétaire. Il y a la gauche qui braille et il y a la gauche qui travaille. La semaine dernière, par exemple, les socialistes ont engagé des tractations avec le Premier ministre François Bayrou afin d'obtenir pour les Français, ont-ils dit, ce qu'ils ont appelé des concessions sur la réforme des retraites. Et ils lui ont plus précisément demandé de suspendre cette réforme. Le problème est que les Français n'ont jamais demandé au Parti socialiste de négocier une simple suspension de cette réforme, dont ils réclament au contraire et à une très large majorité l'abrogation pure et simple. C'est parce qu'elle avait promis cette abrogation que la gauche unie au sein du nouveau Front populaire a remporté le 7 juillet dernier le second tour des élections législatives, dont le résultat a ensuite été confisqué par Emmanuel Macron, et c'est cette promesse que les socialistes ont trahie en acceptant de discuter avec François Bayrou. Cela leur a permis d'apparaître comme des interlocuteurs de confiance, pendant que la France insoumise, parce qu'elle refusait de son côté de renier la promesse faite aux électeurs, était de nouveau désignée par la presse dominante comme irresponsable et extrémiste. Au moment d'enregistrer cette chronique, on ne sait pas ce que sera le résultat final des discussions entre les socialistes et Bayrou. Mais il ne serait pas spécialement surprenant que le Premier ministre, soumis au chantage de ses ministres de droite qui menacent de quitter le gouvernement s'il se montre trop conciliant, refuse finalement de suspendre la réforme des retraites. Si c'est le cas, les socialistes se seront une fois de plus laissés balader par la droite après avoir trahi leurs engagements. C'est ce que la presse appelle se montrer responsable.
Merci d'avoir suivi cette chronique. À la semaine prochaine. On voit bien aujourd'hui qu'il y a un regroupement autour de la position que nous avons tenue depuis 2 semaines, qui était de ne pas aller à ces négociations parce qu'on ne peut rien attendre de la Macronie. Voilà, on le sait, ce sont nos adversaires politiques. Nous défendons l'ISF, ils n'en veulent pas. Nous défendons la hausse du SMIC, ils n'en veulent pas, etc., etc. Et donc, ils auront, quel que soit dans le pays pour les prochaines élections législatives, en effet, des gens qui défendent un programme réellement progressiste, ambitieux et de rupture avec le vieux monde de la Macronie.